Et bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast où je vous offre une deuxième invitée au micro. Donc notre première interview était avec Sarah Saidi et aujourd'hui je reçois Anne-Sylvie Pinel qui est biographe et formatrice, mais vous allez voir que c'est très difficile de la mettre dans une case. Je vais faire la présentation d'Anne-Sylvie, c'est la petite tradition sur le podcast et puis après on enchaînera avec les questions. Bonjour Anne-Sylvie. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. Merci à toi d'avoir accepté, je suis honorée de t'avoir dans Break, je suis trop contente. Alors la petite présentation, alors Anne-Sylvie, Annecy pour les intimes, tu n'aimes pas trop parler de toi, préférant observer et écouter les autres, ce qui s'aligne en tout point avec ta mission de plume de vie. Tu mets en mots les récits d'autres humains pour ancrer EN, dans la matière, les mémoires du vivant. Tu as une forte valeur de liberté et pour toi, la vie est bien trop courte pour ne pas la mener en suivant tes élans et en plaçant ton énergie dans tout ce que tu aimes et ce qui t'anime profondément. Très peu pour toi, donc les parcours tout tracés et sécurisants. Tu n'en fais qu'à ta tête et je crois que jusqu'ici, ça te réussit sacrément bien. Tu as suivi des études en lettres supérieures et en journalisme. Tu as également fait 3 ans au Conservatoire d'art dramatique de Rennes, car tu es une passionnée de théâtre. Enfant, tu rêvais même de devenir comédienne. Ta vie, c'est cela, te laisser guider par tes envies et les opportunités qui se présentent. Tu as 1001 facettes et ton parcours l'illustre bien, tantôt journaliste à la télévision, rédactrice pour un magazine de voyage, assistante RH chez Louis Vuitton, danseuse de French Cancan, prof de tango, réceptionniste au Four Seasons, animatrice d'ateliers philo pour les enfants, et j'en passe et des meilleurs. J'ai l'impression que tu as vécu 1001 vies dans cette existence déjà et je trouve ça follement passionnant et inspirant. Aujourd'hui, tu exerces le métier de biographe dont je ne connaissais rien avant que tu entres dans ma vie. Tu écris les histoires des autres, mais aussi tes propres aventures. Tu as d'ailleurs publié « Il aura fallu une seconde », l'histoire de 2 jeunes trentenaires à la croisée des chemins. Et tu as même récemment décidé de transmettre tout ton savoir et ton expérience aux autres à travers une formation « Devenir biographe » qui rencontre un franc succès. On se demande quelle va être la prochaine étape. Je précise que tu es bretonne, on ne sait jamais si c'est important. Maman, entrepreneur et surtout une amoureuse de la vie. Est-ce que j'ai bien résumé? Ah, tu es une merveilleuse enquêtrice. Je ne sais pas où tu as été trouver toutes ces informations, mais tu es prête à écrire ma biographie. Oui, j'adore faire ce petit travail-là d'enquêtrice. C'est important. C'est bien résumé en quelques minutes, franchement. Chapeau. Bon, parfait. J'ai une première question. Qu'est-ce qui t'a motivé, t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que tu as un parcours très diversifié, mais aussi un parcours qui a été dans le salariat, j'imagine, à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui t'a donné l'élan en fait de te lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, parce qu'avant de me lancer, j'étais dans le salariat, j'étais responsable éditoriale d'un grand groupe de voyage, donc j'avais un poste somme toute très confortable, que j'aimais en plus, j'aimais ce que je faisais, des collègues très sympas, etc. Mais il se trouve qu'il y a eu un plan social dans l'entreprise et que s'est présenté l'occasion de partir, même si on m'a proposé un autre poste qui était intéressant. Donc j'ai vraiment eu le choix, est-ce que je reste ou pas? C'était un moment clé et j'avoue que j'ai hésité quand même, ça donne un peu le vertige, l'idée de partir, de sauter dans le vide, mais pour autant je me suis dit c'est le moment ou jamais, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui m'anime profondément. J'ai vraiment envie de me réaliser pleinement dans ce que je fais. Et je me suis dit, voilà, là, c'est un moment où j'ai cette opportunité de me lancer, de prendre un nouveau chemin. Et du coup, j'y suis allée. Mais j'avoue que quand j'y suis allée, je ne savais pas encore exactement dans quoi je me lançais. Je n'avais pas encore l'idée de la biographie. Je savais juste que je voulais écrire parce que c'était ma passion depuis toujours et que je voulais faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Mais à part ça, je ne savais pas. Donc, c'était quand même un vrai saut dans le vide, mais animé par un élan profond. Je ne sais même pas d'où ça venait, mais je sentais que j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui était pour moi. Ok. Et du coup, quelles ont été tes peurs à ce moment-là? Dans quel contexte est-ce que tu étais? Est-ce que tu avais à ce moment-là une sécurité financière parce que tu as réussi à partir du salariat de façon à pouvoir avoir une stratégie derrière qui te permette de prendre ton temps? Comment ça s'est passé un petit peu la transition entre les deux? Alors j'avais
à la fois beaucoup d'enthousiasme, et à la fois la conviction que c'était le bon choix, et à la fois très peur. J'avais vraiment un énorme vertige parce que non, je n'avais pas de sécurité financière, je n'avais pas de filet de sécurité. Hein, j'avais vraiment l'impression de sauter dans l'inconnu total. Donc oui, c'était un petit peu inconfortable, on va dire. Après, j'avais quand même la chance de bénéficier d'un congé de création d'entreprise et d'avoir un an où je savais que j'avais le chômage et une aide pour la création d'entreprise. Donc, j'avais quand même cette chance qui est quand même vraiment inouïe, que je valorise, d'avoir le temps, du coup, de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire et de me lancer. Mais d'ailleurs, justement, qu'est-ce que tu conseillerais aux entrepreneurs qui débutent, qui veulent se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat, qui ont cette chance d'avoir des aides quand ils se lancent, mais je sais aussi que des fois, ça peut être un frein dans le sens où on se repose, on a le matelas de sécurité et on va plutôt se relâcher plutôt que de construire la suite. Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ce moment-là? Est-ce que toi, tu as profité d'un an pour justement poser toute ta stratégie? Qu'est-ce que tu as fait pendant ces un an? Alors oui, parce que je suis d'accord avec toi effectivement qu'il y a ce risque-là, que j'en vois beaucoup qui attendent de plus avoir d'être en fin de droit pour vraiment se bouger quoi. Donc effectivement moi je n'ai pas eu, j'avoue, cette tentation de procrastiner, etc. Donc j'ai profité de cette année-là pour vraiment déjà trouver mon idée de ce que je voulais vraiment faire. Donc ça n'a pas été tout de suite. J'ai mis je pense quelques mois avant vraiment de la définir. Et ensuite, dès que je l'ai défini, par contre, je savais que c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc, j'ai créé mon site et j'ai mis tout en place au niveau de mon offre, mon site, mon identité, etc. Donc, je n'ai pas chômé, mais pour autant, je n'étais pas non plus en train de bosser comme une forcenée, quoi. J'ai pris une année, on va dire, où j'avançais tranquillement. Voilà, j'avançais, mais pas à pas, sans me mettre non plus la pression, quoi. Quel conseil je donnerais? De pas attendre le dernier moment, d'avancer, même si c'est petit pas par petit pas, mais de vraiment chaque semaine poser des actions en place, parce que c'est quand même. Sinon, on arrive dans une situation à la fin où on est vraiment en difficulté et en inconfort. Donc, si on peut s'épargner ça, c'est quand même toujours mieux. Totalement. Ok. Et du coup, pour toi, qui a un peu de recul justement maintenant et d'expérience dans l'entrepreneuriat, quelles sont, selon toi, les clés indispensables pour réussir son entrepreneuriat? Ce que j'entends par réussite, c'est d'être aligné avec son activité, d'avoir une activité qui soit rentable, qui nous soutienne, qui soit pas une source de stress. Quels ont été pour toi peut-être les petits trucs et astuces que tu as mis en place et qui sont fondamentales pour que tu puisses être sereine dans ton activité? Déjà, la première chose, je pense que c'est essentiel de savoir pourquoi on fait ça, de savoir qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous anime, pourquoi on choisit l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est parce que y a quelque chose qui nous passionne, donc on veut s'investir? Est-ce que c'est pour avoir de la liberté? Est-ce que c'est important de vraiment se connecter déjà bien à son pourquoi, de savoir pourquoi on est là et de bien le garder en tête. Je pense que ça, c'est une clé. De savoir où on veut aller, en fait. Alors, pas forcément précisément, etc., mais d'avoir quand même une vision de ce qu'on veut offrir, de ce qu'on veut créer, de pas partir dans le flou total, en étant un peu, égaré. Je pense que c'est important de savoir où on veut aller. Et je pense que c'est important aussi, dans la mesure du possible, de se former. Je trouve que c'est quelque chose qui vraiment permet de gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et même, j'allais dire, beaucoup d'argent, paradoxalement. Parce que je pense que en se formant, c'est un investissement sur soi-même finalement et qui peut être extrêmement rentable très rapidement. Et c'est se former non seulement en termes de compétences, si on en manque, mais aussi en termes, je pense, de soft skills, parce que ça, on y pense moins. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, une des clés de succès et de durabilité, c'est aussi l'état d'esprit. C'est de ne pas se laisser dompter par ses peurs, qui sont bien légitimes, mais qui pour autant ne doivent pas être les seuls guides. Et donc, je pense que c'est important de travailler son mindset pour ne pas être en difficulté, de savoir gérer aussi l'incertitude et les hauts et les bas que peut représenter l'entrepreneuriat à certains moments. Donc je pense que c'est bien de pas hésiter en fait à se former, à apprendre, à s'enrichir pour rester dans un bon état d'esprit.
Mais justement, en parlant de la formation, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais il y en a, ça peut devenir aussi parfois une forme de procrastination active pour ne pas se lancer, justement. Alors, quand est-ce qu'on sait que c'est assez, justement, qu'on a assez d'outils, assez de compétences, on s'est assez formé, même si pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est de la formation continue, mais à éviter de s'éparpiller et cette course à l'objet brillant de formation en formation, comment est-ce qu'on le sait que c'est bon? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, j'en vois aussi qui se noient un peu dans les offres de formation. Je pense que dans un premier temps, c'est essentiel de cibler vraiment bien ses besoins, de voir de quoi j'ai besoin. Enfin, on en revient à la même chose, où je veux aller, qu'est-ce que je veux créer et qu'est-ce que j'ai besoin pour arriver jusque-là. Qui j'ai besoin d'être et qu'est-ce que j'ai besoin de savoir faire. De déjà répondre à ces questions-là, de voir du coup, là où on a à apprendre finalement, et de choisir des formations de manière vraiment réfléchie, ciblée, et pas juste parce que ça donne envie ou ça a l'air sympa, mais parce que vraiment ça répond à un besoin qui a été identifié. Et d'en finir une avant d'en commencer une autre. Je pense d'y aller par étapes, de pas se surcharger d'informations non plus. Ouais, parce que ça, les formations qui traînent dans un coin de l'ordinateur, il y en a beaucoup. Effectivement. On parlait d'état d'esprit et de peur, d'apprendre à dompter ses peurs. Quelles sont tes plus grandes peurs, toi, dans l'entrepreneuriat? Parce que j'imagine que c'est pas tout des paillettes et tout rose. T'as quand même sûrement des peurs comme tout le monde. On est humain. Quelles sont pour toi les zones les plus challengeantes dans ta vie entrepreneur? Parce que toujours en plus avec plusieurs casquettes, t'es une maman, enfin voilà, t'es formatrice, t'as vraiment plusieurs rôles. Comment est-ce que tu navigues avec tes peurs? Alors, j'avoue que j'ai surtout eu peur au début, quand je me suis lancée et que j'ai mis un temps au début justement à dompter mes peurs, notamment par rapport à l'incertitude propre à l'entrepreneuriat et notamment à l'insécurité financière. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, surtout quand on vient du salariat où on est habitué à avoir ses fiches de paye tous les mois. Ça, pour moi, c'était une grande peur au début. Est-ce que je vais réussir à générer des revenus, à avoir assez de clients, etc., etc. Donc, pour moi, c'était une source de stress. Mais avec le temps, l'expérience, j'ai vraiment appris à déjà me faire confiance parce que voir que finalement j'arrivais à très bien m'en sortir et faire confiance à la vie aussi. Je pense que avec le temps et mon parcours, j'ai vraiment nourri cette confiance en la vie, de voir que finalement, le vide n'existe pas. Et je me rends compte que finalement, il y a toujours des choses qui se présentent, il y a toujours des opportunités à prendre ou à créer. Et du coup, j'ai vraiment, maintenant, j'ai vraiment cette confiance-là qui fait que je n'ai plus peur, sincèrement. Je suis plutôt confiante. Et je suis confiante en mes ressources aussi, donc en mes ressources à rebondir. Donc je pense que faut vraiment nourrir cette confiance tout le temps, parce que ça s'entretient évidemment, hein, c'est jamais acquis. D'arroser sa confiance en soi, d'arroser sa confiance en la vie, d'arroser sa confiance en ses ressources et de se dire que oui, il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc cette peur-là, qui est très commune, je pense qu'elle est domptable. Je pense qu'il peut falloir un peu de temps pour se familiariser avec cette situation qui est au début un petit peu inconfortable, mais je pense que c'est possible. Quelle autre peur la peur peut-être de pas réussir à tout gérer de front entre la vie perso, la vie pro, la vie de maman, la vie d'entrepreneur, etc. Mais une fois de plus, j'apprends. Enfin, je pense que chaque jour, j'essaye d'être une meilleure version de moi-même. Chaque jour, j'ai l'impression de mieux m'organiser, de mieux me connaître aussi. Donc ça, c'est pareil. C'est une peur que maintenant, j'arrive à beaucoup mieux apprivoiser et à mieux gérer. Ok, c'est chouette. Et par rapport à l'entrepreneuriat, justement, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat? Est-ce que pour toi, tout le monde peut être entrepreneur? Franchement, non. Enfin, disons que oui, tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde peut pas être un entrepreneur épanoui. Je pense qu'il y a des personnalités qui sont plus propices, qui sont plus, compatibles avec le mode de vie que représente l'entrepreneuriat. Donc, je pense que c'est important d'en tenir compte et que si on essaye l'entrepreneuriat et qu'on se rend compte que on vit très très mal l'incertitude, etc. Faut pas non plus se faire violence. C'est un peu à la mode en ce moment d'être entrepreneur, c'est un peu tendance. Et je pense que moi j'adore l'entrepreneuriat, je ne vais pas dire le contraire, et ça peut être très épanouissant, mais pas forcément et pas pour tout le monde. Donc il faut savoir aussi s'écouter et peut-être qu'il y a certaines personnes à qui le salariat convient beaucoup plus et c'est ok aussi en fait. Donc non, je pense pas que tout le monde soit fait pour ça.
c'est vrai, on le glorifie beaucoup, hein, encore plus ces derniers temps. Je trouve que ça s'accélère et c'est pas, enfin, il faut de tout pour tout le monde et tout. Ben, je pense pas que l'entrepreneuriat, à un bout d'un moment, quand on n'est vraiment pas épanoui dans cette voie et qu'on n'arrive pas à en sortir quelque chose d'aligné et de réussi, ben, on n'est pas obligé de s'obstiner à rester dedans et à être tout le temps dans cet état de friction et de contraction constant. Même si, bon, parfois, ça fait aussi partie du jeu de l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même un paradigme complètement différent du salariat. Ok. Et alors, tu t'es lancé comme biographe. Ensuite, tu as décidé de transmettre ton savoir. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des challenges sur ton parcours? Quel a été ton plus grand défi, d'ailleurs, dans ton parcours d'entrepreneuriat depuis que tu t'es lancé? Alors, mon plus grand défi, alors je dirais que ça a été que il se trouve que ma vie personnelle et ma vie professionnelle ont toutes les deux, entre guillemets, explosé en même temps. C'est-à-dire que j'ai lancé ma boîte et en même temps, j'ai eu un bébé. J'ai eu plusieurs accouchements en même temps. J'ai accouché de ma boîte, accouché de mon premier roman et accouché de mon premier bébé. Donc, mon défi, ça a été de gérer tout ça de front. Et ensuite, j'ai eu un deuxième bébé en même temps que je créais ma formation. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai souvent cumulé plusieurs aventures personnelles et professionnelles en même temps. Donc, mon défi, ça a été de trouver mon équilibre là-dedans. Moi, je suis très attachée à mon équilibre. Je suis balance de signes et pour moi, j'ai vraiment besoin d'un équilibre de vie entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ma vie artistique, ma vie, enfin, tous les plans de ma vie sont importants pour moi à cultiver. Je peux pas tout donner dans un ou tout donner dans l'autre. J'ai vraiment besoin d'un équilibre. Et c'est vrai que pour moi, le défi, ça a été ça, de toujours préserver cet équilibre à tous les moments de ma vie d'entrepreneur, de toujours garder une place aussi pour les autres sphères de ma vie. Et réciproquement. J'avais lu quand je faisais mon petit travail d'enquêtrice aussi que tu fais souvent fi de ce que vont te dire les autres, dans le sens où quand tu as un élan et une envie, tu vas la suivre, tu vas être confiante par rapport à ça et peu importe ce que l'extérieur va te dire, tu vas quand même foncer. Comment justement est-ce que tu arrives à maintenir cet alignement avec tes envies, à faire la part des choses entre la raison et vraiment l'impulsion qui vient du cœur et de soi, quoi. C'est un élan, j'imagine, qui est plus fort que tout. Et comment tu arrives à couper de tout ce qu'on pourra te dire, des croyances que d'autres peuvent projeter sur toi, des personnes qui pourraient essayer de te ralentir. Comment est-ce que tu arrives à garder cette foi en tes projets? En fait, j'ai une question qui me ramène toujours à ce que je crois juste pour moi. C'est qu'est-ce que tu ne veux pas regretter? Et en fait, ma plus grande peur, c'est de mourir avec des regrets. Et donc, quand j'ai des doutes ou des moments où j'ai peur de me tromper, etc., de pas suivre assez la raison, je me projette, c'est un peu glauque, mais sur mon lit de mort, et je me dis, qu'est-ce que je me dirais sur mon lit de mort enfin, qu'est-ce que je regretterais d'avoir fait? Et je veux pas avoir à me dire, ah mince, j'aurais dû essayer ça, c'est ça que je voulais faire, et ah mince, j'aurais tellement dû faire ça, et je veux tellement pas me dire ça, que dès que je me mets dans cette projection-là, ça m'aide tout de suite à voir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux avoir fait, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, et du coup, ça me réaligne, en fait, avec mes envies profondes. Donc, cette question-là, pour moi, elle est clé, et elle me guide énormément, et je me la repose régulièrement. Okay. Et ça m'aide beaucoup à dépasser mes peurs et à dépasser la vie des autres aussi, parce que du coup, c'est ça qui compte pour moi et c'est ça que je veux, vers quoi je veux aller. Ouais, d'ailleurs, j'aime bien la phrase qui dit « la vie des autres, c'est la vie des autres », parce que chacun mène sa vie comme il l'entend. C'est quoi les valeurs dans ton entreprise? Alors, j'ai plusieurs valeurs clés. Enfin, déjà, j'ai la valeur de l'enthousiasme. J'aime beaucoup faire les choses. J'aime apporter de la fraîcheur, de l'enthousiasme, de la légèreté, de la positivité dans tout ce que je fais. Il y a aussi la valeur de, je dirais, l'excellence. J'aime beaucoup me donner à fond dans ce que je fais et offrir de la qualité et donner le meilleur de moi-même. C'est pas du tout du perfectionnisme. Moi, je suis pas perfectionniste, mais pour autant, j'aime vraiment donner le meilleur toujours. Il y a la valeur, évidemment, je pense, qui est propre à beaucoup d'entrepreneurs, c'est la liberté. Je suis très, très, très attachée à ma liberté. Ça,
ouais, c'est vraiment, je pense, un de mes moteurs d'ailleurs aussi de choisir l'entrepreneuriat, c'est vraiment d'être libre et de choisir ma direction et que personne m'impose la sienne. Clairement, c'est une valeur. Et puis, il y a une autre valeur aussi qui m'est chère, c'est l'optimisme. Je trouve qu'on en manque un peu des fois dans ce monde. Et j'aime cultiver l'optimisme, le fait de croire en soi, de croire en ses rêves, le fait de se donner les chances de vivre la vie qu'on aime, etc. Donc ça aussi, c'est une valeur qui m'est chère pour moi et pour la transmettre à ceux que j'accompagne. Ok, trop chouette. Et comment est-ce que tu gères justement ce qui t'anime moins, les contraintes liées à l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a énormément de casquettes à porter, le marketing, la communication, tout ça, c'est peut-être des choses qui nous font moins envie. Comment est-ce que toi, tu gères cet aspect-là? Alors déjà, toutes les tâches un peu lourdes, un peu entre guillemets reloues, j'essaye d'en faire un maximum des moments de plaisir. C'est-à-dire, par exemple, faire ma compta, je me pose dans un petit café avec mon petit chocolat chaud. Enfin, j'essaye de l'associer à quelque chose qui n'est pas si désagréable que ça pour déjà alléger la charge. Déjà, c'est des petits tips, mais ça peut déjà pas faire de mal. Deuxièmement, là, mon entreprise s'est bien développée et j'arrive à un stade où vraiment j'aspire à déléguer un maximum. Donc déjà, tout ce qui n'est pas dans ma zone de plaisir et de génie, entre guillemets, j'aspire vraiment à le déléguer. Donc, autant que possible maintenant, toutes les tâches que je peux, je les délègue un maximum. Voilà, pour résumer. Après, j'ai quand même beaucoup plus, et heureusement, de tâches que j'aime que de tâches qui me pèsent. Ouais. Très bonne astuce, d'associer le plaisir à une tâche un peu plus lourde. C'est une très bonne idée. Et la délégation, bien sûr. Est-ce que tu dis que ton entreprise, elle est en train de grandir et qu'elle se porte bien? Est-ce que ça te fait peur à un moment donné? Non, ça me fait pas peur, pas du tout là. Je me sens prête. Mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Je pense qu'il y a encore quelques temps, je n'aurais pas forcément été prête. Au fond de moi, parce qu'évidemment qu'on a envie que ça se développe, mais il y a toujours parfois incognito la peur de réussir qui se cache. Je pense que je l'ai eu à un certain stade. Aujourd'hui, je la sens pas du tout. Je sens que je suis vraiment prête à accueillir et à développer, et à grandir. Ouais, tout à fait. Trop bien. Est-ce que tu as une routine ou des petits rituels dans ton quotidien qui te permettent justement de bien traverser ton entrepreneuriat, de bien le vivre? Est-ce que tu as des petites habitudes qui sont importantes pour toi pour maintenir justement un bon état d'esprit et quelles seraient-elles? Une belle énergie aussi. Alors, comme tu le sais, je suis biographe et donc je suis passionnée d'écriture. Donc moi, j'ai beaucoup de rituels d'écriture parce que pour moi, l'écriture, c'est un outil magique qui a tellement de vertus, que ce soit pour soulager, pour se remotiver, pour se clarifier les idées. Enfin, donc je me sers énormément de l'écriture et dans ma vie personnelle et pour ma vie professionnelle. Donc déjà, tous les matins, je fais du journaling. J'écris quelques pages pour me vider la tête, faire de la place dans mon esprit, un peu vider la charge mentale d'une maman entrepreneur. Donc, je pose tout sur le papier. Comme ça, je commence ma journée. Déjà, j'ai l'esprit beaucoup plus disponible et concentré. Donc ça, c'est une chose auquel je déroge pas depuis très longtemps et ça me fait énormément de bien. C'est pas forcément un roman que j'écris, ça peut être juste une petite page, mais en tout cas, je dépose sur les papiers ce qui a besoin d'être déposé. Je suis une amoureuse des to-do list. Donc je fais vraiment des listes de ce que je dois faire. Si je pose une fois de plus les choses sur le papier, je le fais souvent le soir après ma journée pour le lendemain. Ça me décharge. Je sais que c'est bon, j'ai vidé tous les onglets qui sont ouverts dans la tête. Voilà, ils sont déposés sur le papier. Et puis évidemment, il y a le plaisir de les barrer. Quand c'est fait, j'adore ce plaisir-là. Et aussi, du coup, pour moi, ça permet aussi de fermer les pages, fermer les onglets. Je trouve ça extrêmement important, avant de passer à autre chose, de toujours veiller à voir les chapitres, quoi. Donc ça, pour moi, faire des listes le soir pour le lendemain, c'est un rituel que j'ai qui me permet vraiment de gérer ma charge mentale. Autre rituel que j'ai depuis quelques temps, c'est que j'ai un rendez-vous que j'appelle mon CEO Day. Donc, un rendez-vous CEO, je sais que ça se fait, je suis pas la seule à le faire, où vraiment je fais un point, donc je le fais toutes les 2 semaines. Je prends de la hauteur et je prends un point vraiment pour voir où j'en suis de mes projets, où j'en suis de mes envies, où j'en suis de
de mon équilibre aussi justement entrepreneurial. Je fais vraiment un point, j'en profite de ce point pour voir peut-être ce que je peux purger. Est-ce qu'il y a des choses que je fais qui ne servent à rien ou qui me prennent de l'énergie pour rien? Je fais vraiment un ménage aussi des actions qui peuvent parasiter les priorités. Et puis, je profite de ce rendez-vous pour faire un point sur ce que j'appelle tous mes pôles d'activité, c'est-à-dire j'estime que je suis une entreprise à part entière, donc j'ai un pôle opérationnel, j'ai un pôle communication, j'ai un pôle RH, j'ai un pôle commercial. Et donc, c'est comme si je faisais une réunion avec tous ces pôles, en fait. Donc, OK, on en est où de la com, on en est où de l'administration et on en est où des RH aussi. Est-ce que ça va? Pas trop fatigué? Est-ce que Voilà, donc c'est important pour moi aussi ce rituel-là. Régulièrement, j'essaye tous les 2 semaines, mais minimum une fois par mois, de vraiment faire un point de situation, réalignement, recadrage pour toujours veiller à rester bien aligné. J'adore l'idée des pôles. J'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, mais ouais, c'est une très bonne idée parce que on est une entreprise, mais on est tout seul, une entreprise individuelle et ouais, on a plusieurs pôles, plusieurs casquettes, donc c'est intéressant d'aborder les choses sous cet angle-là, je trouve. Et ouais, le journaling, ça je le fais depuis aussi quelques mois. Ça fait un bien fou. Il y avait un livre de Jonathan Lehman, je sais pas si tu le connais, il fait beaucoup des méditations. Et justement, il parle de ce rituel de vider ses poubelles mentales le matin. Comme ça, on part pas déjà en étant pris dans le mental et en restant câblé sur ça toute la journée. Donc, ouais, c'est vraiment des bonnes astuces très simples, en plus très faciles d'accès et à mettre en place au maximum. Ouais, et puis il y a le fait de le faire le soir aussi qui peut être bien. Ça, je le fais peut-être moins quotidiennement, mais aussi très souvent. De justement le soir noter ses accomplissements, ses petites victoires, ses gratitudes. Ouais, ça aussi, c'est un rituel qui fait du bien. Complètement. Bah, c'est moi, le rituel que j'ai, c'est le soir où je note toujours minimum 3 choses pour lesquelles je suis extrêmement reconnaissante dans ma journée pour cultiver cette gratitude. Le matin, j'ai pas le réflexe d'écrire, mais je sais que quand je le faisais, j'aimais bien, ouais. C'est toujours le problème, c'est de garder sur la distance la régularité dans ces petites habitudes-là parce qu'on peut vite être repris dans la routine et oublier ce qui nous fait du bien et ce qui est important. Ouais, je comprends. Ok. À quoi ressemble une journée type dans ta vie d'entrepreneur? Alors, moi, comme je suis maman, je suis évidemment un peu, rythmée et cadrée par la vie des enfants. Donc, évidemment, au début, le début de ma journée se passe essentiellement à gérer, à emmener mes enfants à l'école, les préparer, etc., etc. Et ensuite, après avoir fait cette facette de ma vie de maman, je prends ce temps pour faire mon journaling, rechecker ma to-do list, voir mes priorités du jour, etc. Ensuite, je travaille. Je suis très focus quand je travaille. Je suis vraiment 100% dans ce que je fais, selon les tâches que je fais, mais vraiment, je suis extrêmement focus. J'aime beaucoup le sport et j'en ai besoin. Donc, ça m'arrive souvent d'aller au sport ou à la danse, ma passion le midi. Pas tous les jours, mais 1 ou 2 fois par semaine. Et puis, à 4h30 ou 5h30, je vais chercher les enfants. Donc, c'est vraiment très, une vie très, finalement, j'allais dire, entre guillemets, routinière. Assez, voilà, comme ça depuis que avant j'étais pas du tout comme ça, mais maintenant, voilà. En même temps, ça me rythme aussi, ça me donne un cadre. Donc, c'est l'avantage aussi. Donc, en gros, voilà, pour résumer, c'est une journée. Après, je m'occupe de mes enfants, de ma famille. Je vais parfois à la danse. Parfois avoir des amis, etc. Enfin, j'essaye, comme je vous disais, d'avoir un équilibre à tous les niveaux. Mais c'est bien d'avoir des entrepreneurs qui ont aussi des vies, comme tu dis, déjà, ça te donne un rythme, un cadre, et puis des vies où, parce qu'on a tendance beaucoup, les entrepreneurs, à avoir des entrepreneurs sur les plages au Mexique, à Bali et tout ça, et on a vraiment parfois cette image idéalisée, mais on peut aussi avoir plein d'aventures dans son quotidien et être rythmé et cadré par des choses plus terre à terre, comme aller chercher les enfants à l'école ou préparer le petit déjeuner, des choses comme ça. Ok. Exactement. J'aime bien poser une question, mais je pense que tu m'y as en partie répondu. J'aime bien savoir si les personnes ont un mantra dans leur activité, dans leur vie professionnelle ou même dans leur vie globalement, qui les ramène tout le temps à leurs envies, etc. Comme moi, par exemple, dans l'entrepreneuriat, j'adore répéter la phrase d'Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et quand je vois que j'ai tendance à me laisser aller ou à me rentrer dans mes peurs et tout ça, je vais me reconnecter à ça. Tu m'as parlé de ta question tout à l'heure.
est-ce que tu as quand même je sais pas, une citation ou un mantra qui est assez puissant pour toi quand tu le lis, quand tu te le répètes? Oui, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui va dans le sens de ma question justement, c'est la vie est trop courte pour être petite. Et je trouve ça me motive en fait quand je lis ça. Je me dis mais oui, la vie est trop courte pour se poser trop de questions, douter, procrastiner, hésiter, etc. Pour se laisser guider par sa peur, pour pas faire ce qu'on a envie de faire, pour se soucier du regard des autres, etc. Donc se redire cette phrase aussi, ça me stimule beaucoup. Ok, trop bien. J'ai aussi une question, c'est que j'ai beaucoup de clientes et il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs dans ce cas de figure qui ont pléthore d'idées, qui ont envie de lancer plein de choses, mais qui ont énormément de mal à concrétiser les idées en projet. Et comme tu as une vie très diversifiée et que tu es partie dans plein de directions différentes, j'imagine que tu es aussi quelqu'un qui a beaucoup de créativité, d'imagination et qui peut avoir aussi plein d'idées au fil des jours. Est-ce que toi, tu as des petites astuces pour essayer de canaliser ça et pas te laisser tout le temps emporter par le flot de tes idées et plutôt garder le contrôle et la maîtrise pour avoir justement une entreprise qui soit quand même structurée, qui te soutienne, etc. Oui, je pense que déjà, faut faire attention de temporiser les choses, donc de pas se jeter dans 10 idées en même temps, de peut-être en choisir une, en tout cas pour le moment. Ça veut pas dire que on renonce aux autres, mais de savoir canaliser les choses, de dire aujourd'hui c'est laquelle qui m'anime le plus, c'est dans celle-là que je me concentre et pour la suivante, chaque chose en son temps, on la verra plus tard, de pas vouloir tout faire en même temps. Je pense que ça c'est important de se ménager et de se dire que c'est pas parce qu'on le fait pas tout de suite qu'on le fera pas en fait, ça, de se réconforter soi-même, parce que des fois c'est ça, on a l'impression que à ne pas le faire tout de suite, on va jamais le faire ou ça va être trop tard. Non, en fait c'est juste je le décale un petit peu et je le diffère juste. Ok. Je t'ai demandé tout à l'heure ton plus grand défi dans ta vie entrepreneuriale jusqu'à aujourd'hui. Quelle est ta plus grande réussite? Ma plus grande réussite, c'est une bonne question. Je pense que c'est déjà d'avoir osé sauter le pas, de me lancer dans l'entrepreneuriat, de créer ma boîte et puis de la faire grandir d'année en année. Et en fait, de créer. Je pense que ma plus grande réussite, c'est d'avoir créé la vie qui me ressemble parfaitement, en fait. De pas m'être laissée influencer par les autres qui me disaient mais être écrivain, n'importe quoi, on peut pas en vivre. Ou qui, de toutes ces choses-là qu'on a pu me dire, où l'entrepreneuriat, c'est compliqué, d'avoir suivi ma voie et puis aujourd'hui, d'avoir vraiment la vie sur mesure avec mes enfants, mon entreprise, de faire ce qui me passionne, ce qui a un sens pour moi. Donc, le site, c'est ça. Et du coup, est-ce que donc dans ton entourage et peut-être le papa de tes enfants, est-ce que lui il est dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'était compliqué par exemple pour ton entourage très proche de comprendre ton envie d'aller dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'était quand même assez instable? Et quand on est en couple, je sais qu'il y a beaucoup qui peuvent ne pas comprendre et ne pas soutenir. Comment est-ce que pour toi tu as été soutenue là-dedans? Non, moi j'ai de la chance d'avoir. Alors, mon conjoint n'est pas du tout entrepreneur, il est fonctionnaire, mais pour autant, il est extrêmement soutenant. Et ça, je pense que évidemment, c'est très 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 précieux. Il m'a toujours. En fait, je l'ai rencontré quand j'ai créé ma boîte, donc ça a coïncidé. Donc en fait, il m'a toujours connue. Il m'a toujours connue entrepreneur finalement. Donc en fait, ça faisait partie du package aussi. Mais effectivement, il m'a toujours énormément soutenue et ça n'a pas de prix, clairement. Ouais. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, ça fait combien de temps que tu as lancé ton activité? Ça fait 7 ans. Ah oui, ok. Et donc, du coup, quand tu as voulu faire croître ton activité, tu y es allé palier par palier. Comment est-ce que tu sais qu'à un moment donné, c'est temps de passer à une étape supérieure et que tu peux y aller, que tu as les épaules pour? Tu as des indicateurs qui te mettent sur cette voie? Alors, moi, de nature, je suis quelqu'un qui a besoin de me réinventer, j'ai besoin de me renouveler, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'être challengée. Donc, très naturellement, une fois que j'ai commencé à, entre guillemets, tourner en roue libre, à trouver mon rythme de croisière, j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie de découvrir autre chose. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait plusieurs années en tant que biographe et j'adore ça et je me suis bien épanouie là-dedans, mais j'avais envie, du coup, d'aller un peu plus loin. Et là, il y avait beaucoup de gens qui m'interrogeaient sur ce métier, qui étaient en demande par rapport à ça. Et donc, c'est là aussi que je me suis dit que j'avais envie de transmettre
à force de répondre à tout le monde. Et j'avais vraiment l'élan de transmettre. C'était presque c'était un besoin profond aussi de partager ce métier qui me passionne en plus. Donc, c'était vraiment partager une passion. Donc, c'était quoi la question déjà? Je réponds à ta question. T'indique que tu peux passer à un stade supérieur, mais tu lui as répondu, c'est qu'à un moment donné, tu as fait le tour, tu as atteint ton rythme de croisière, et là, tu te dis, j'ai envie de me lancer des nouveaux challenges, des nouveaux défis. Ouais. Et puis, tu sais aussi être attentive et observatrice des opportunités qui peuvent éventuellement se présenter. Le fait qu'on te pose des questions, ça te met aussi la puce à l'oreille. Il y a peut-être une transmission à mettre en place, etc. Ok. Est-ce que tu peux, c'est vrai qu'on ne s'est pas attardé là-dessus, mais tu as toujours ta casquette de biographe, mais tu es aussi formatrice. Maintenant, est-ce que tu peux expliquer brièvement et de façon concrète ce qu'est le métier de biographe? Parce que moi, c'est vrai qu'avant de te connaître, j'en avais pas du tout idée. Parce que c'est vrai que je lis des biographies, mais je me suis jamais dit, c'est vrai qu'il y a quelqu'un derrière qui a prêté sa plume pour le faire. C'est juste que tu peux dire un petit peu. Oui, tout à fait. C'est un métier qui n'est pas encore si bien connu que ça. Moi-même, je l'ai découvert tard, sinon je l'aurais fait bien avant. Je l'ai découvert il y a 7 ans et donc ça fait 7 ans que je l'exerce. Mais si j'avais connu avant, clairement, je l'aurais fait avant parce que c'est un métier fabuleux pour les gens qui aiment écrire et qui ont le goût de l'humain et le goût de la transmission et de l'échange. C'est un métier, en fait, où on écrit pour les autres. Donc, on écrit des livres et des livres de vie particulièrement. Donc, on prête notre plume à ceux qui veulent écrire leur histoire. Et c'est pas forcément des gens connus, puisque souvent on me pose cette question. Ça peut être des gens totalement anonymes, qui ont des vies entre guillemets ordinaires, parce qu'en vérité, il n'y a pas vraiment de vie ordinaire, et qui ont juste envie de raconter leur histoire, leur parcours, de transmettre à leurs enfants quelque chose, de laisser une trace. Enfin, ça peut être pour plein de motivations diverses, mais en tout cas, cette envie de créer un livre, elle existe, elle est commune à beaucoup de gens. Et des fois, on a besoin d'aide pour ça, on a besoin d'une plume, et c'est là que le biographe intervient. Et en quoi c'est important pour toi de faire cette démarche-là, même si on a l'impression qu'on n'a rien à raconter, parce qu'on n'a pas une vie extraordinaire, même si je suis d'accord avec toi, il n'y a aucune vie qui est ordinaire. C'est quoi vraiment qui est important dans le processus? Oui, alors déjà, on a toujours en vrai quelque chose à raconter. Je pense qu'il n'y a pas une vie, et dans mon expérience en 7 ans, je n'ai pas vu une vie où il n'y a pas des hauts, des bas, des joies, des chagrins, des rencontres, des imprévus. Enfin, ça n'existe pas une vie plate. De toute façon, même pour la personne la plus qui a en apparence la vie la plus simple. Donc déjà, il y a toujours des choses à raconter. Et en fait, il y a vraiment plein de bienfaits. D'une part, ça permet déjà de laisser une trace. Comme je le disais, on est dans un monde virtuel où tout s'envole, s'évapore dans les tréfonds de notre téléphone, de nos ordinateurs, etc. Donc, je trouve ça déjà extrêmement précieux de garder des choses qui, on sait, vont rester de génération en génération et vraiment à travers le temps. D'autre part, ça permet de se déposer aussi. Et ça a une vraie vertu, je dirais presque thérapeutique, de poser les choses sur le papier, ça permet de tourner des pages, vraiment, au sens propre comme au sens figuré. Et parfois, d'ailleurs, c'est fait dans ce sens-là. Il y a des gens qui me font appel, pas seulement pour se raconter, mais parce qu'ils ont besoin de se libérer, en fait, de choses qui leur pèsent, de choses trop lourdes. Et l'écriture, via une plume, leur permet justement de passer à autre chose. En tout cas, les aide à passer à autre chose. La transmission, c'est quand même aussi une valeur phare chez toi. Que ce soit la transmission pour raconter les histoires des autres, dans la formation ou même dans des métiers que tu as pu faire, ouais. Exactement, je ne l'ai pas cité tellement elle est ancrée en moi. Mais c'est vrai que la transmission, elle guide aussi beaucoup de mes activités, très clairement. Toi qui j'ai encore quelques petites questions, on aura terminé. Le développement personnel, c'est important dans l'entrepreneuriat parce qu'il faut travailler son esprit et comme tu disais tout à l'heure, le terme arroser notre esprit fertile et y faire pousser des fleurs plutôt que des mauvaises herbes. Est-ce que tu as eu un parcours un peu dans le développement personnel qui est plus ou moins récent? Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, dans le développement d'un état d'esprit qui est proactif, qui est positif et qui t'aide à mener à bien toutes tes envies et tes projets? Alors déjà, moi, je suis passionnée de développement personnel, donc j'ai lu beaucoup de livres là-dessus et je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui sont extrêmement inspirants et nourrissants. De toute façon, je trouve que les livres peuvent avoir aussi des pouvoirs transformateurs parfois. Donc, le fait de lire, je me suis formée en coaching, je suis très, très intéressée par tout ce qui touche à l'humain, au bien-être, à la croissance personnelle, etc. Donc, je suis formée en coaching et ça m'a énormément enrichie dans ma pratique, même d'écrivain et puis personnellement.
Donc, c'est des outils que j'utilise énormément pour moi-même et même pour mes élèves parfois, pour rester dans un mindset positif et constructif. Je sais que le coaching est pour ça très, très, très puissant et qu'il ne faut pas se priver d'ailleurs de se faire coacher parce que ça peut être tellement aidant et ça peut tellement aider à dépasser des blocages que je trouve que c'est vraiment, faut pas se priver, quoi. Quand on sent un besoin, quand on sent qu'on est bloqué, qu'on sent qu'il y a des choses qui avancent pas comme on voudrait, je pense que c'est vraiment une bonne approche. Ouais, totalement. Je ne peux que confirmer. Et toi qui as lu beaucoup de livres, il y en a certains qui t'ont percuté plus que d'autres dans le domaine de l'entrepreneuriat ou du développement personnel. Si tu devais en recommander un seul, ce serait lequel? Je sais que c'est une question difficile. Il y en a un que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé extrêmement motivant. C'est un de Marie Forleo, mais j'ai un trou sur le titre. Faudrait que je retrouve le titre. C'est sur la peur, c'est sur le fait, c'est pas tout est possible. Bon, en tout cas, c'est un livre. Désolée, j'ai pas le titre en tête. Je te le redirai plus tard. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce livre. Je sais pas, je trouvais qu'il apportait vraiment plein d'énergie et justement l'envie de se lancer et d'oser. Trop bien. On retrouvera le titre et je vous le mettrai dans la description du podcast. J'avais une question qui m'est passée sous le nez. C'est pas grave. Quel message tu as envie de transmettre à tous les entrepreneurs qui nous écoutent? Alors, déjà, j'ai envie de vous dire, chers entrepreneurs, bravo d'avoir choisi cette voie. Enfin, si en tout cas, c'est ce qui vous anime. Je pense que c'est une voie qui peut être challengeante et que faut faire attention de ne pas se laisser guider par sa peur parce que la peur, elle est là, elle existe, elle fait partie du chemin et c'est OK. Mais ce qui est dommage, c'est quand on la laisse prendre les rênes et nous guider plutôt que de suivre vraiment notre enthousiasme, plutôt que de suivre ce qui nous anime profondément. Si on a choisi l'entrepreneuriat, c'est pour une raison. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on a envie de faire et qui nous tient à cœur. Donc, je pense que c'est important de se reconnecter toujours à ça, se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on a choisi cette voie et de continuer à avancer envers et contre tout, fidèlement à ce qui nous tient à cœur et de plutôt suivre notre enthousiasme et notre passion que la peur et le syndrome de l'imposteur et tout ce qui va avec. Super, merci beaucoup. On va terminer en parlant un petit peu de ton activité, de ce que tu proposes. Donc, je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu ce que tu transmets. Quels sont tes services? Alors, vous l'avez compris, je suis biographe. Donc, si vous avez besoin d'une plume, vous savez où me trouver pour que ce soit pour écrire votre histoire, celle de vos grands-parents, celle de vos parents, écrire sur votre activité, etc. Je propose aussi une formation de biographe pour tous ceux qui rêvent de vivre de l'écriture. La biographie, c'est une voie possible pour vivre de l'écriture en écrivant par les autres. Donc, n'hésitez pas à découvrir ma formation Devenir biographe si vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle. Et puis, nouveau projet, puisque comme je t'ai dit, j'ai toujours besoin de me réinventer, d'avancer, de créer aussi. J'ai toujours besoin de créer. Donc là, bientôt va avoir le jour mon école d'écriture. Donc, je te l'annonce d'ailleurs, je l'ai pas encore annoncé donc c'est vraiment une exclusivité. Wow. Une écriture qui s'appelle Plume Academy. Et donc là, j'ai très très hâte de lancer ce projet-là, qui va proposer plein de formations autour de l'écriture. Alors, pas tant pour apprendre à écrire que pour apprendre à exploiter tous les pouvoirs de l'écriture. Et en fait, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les gens sur leur chemin de vie grâce à l'écriture, que ce soit d'un point de vue professionnel, justement en vivant de l'écriture, ou d'un point de vue personnel, parce que l'écriture, elle peut aider à soulager, elle peut aider à clarifier les choses, elle peut aider à se motiver, à regagner en confiance en soi, etc. Enfin, elle a plein de pouvoirs magiques qui sont sous-exploités à mon sens. Donc, dans la Plume Academy, on va vraiment explorer tout ça. Il y aura plein de choses autour de ça pour réhabiliter l'écriture qui, à mon sens, n'est pas assez utilisée dans ce monde de clavier et d'écran. Ça fait du bien aussi de reprendre les plumes. Ça permet beaucoup de se réaligner, de se retrouver, de se recentrer. Trop génial. C'est vrai que j'allais te demander c'était quoi les prochains projets et je suis trop contente d'écouter ça. Bravo. Et je connais Anne-Sylvie, j'ai intervenu dans sa formation Devenir biographe sur quelques capsules vidéo pour créer son site web. Je peux vous dire que c'est quelqu'un de hyper bienveillant, présent pour ses élèves tout le temps, hyper pédagogique. Tu as une construction dans la formation qui est incroyable et je sais, pour être au contact aussi avec les élèves qui sont hyper satisfaits et heureux d'être dans ta formation. Donc vraiment, si ça
appelle, sans hésitation, c'est Anne-Sylvie qu'il faut aller voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton soutien dans cette formation, parce que Lolita intervient, pour ceux qui ne le savent pas, dans ma formation pour justement aider mes élèves à créer leur site web, à aussi maîtriser un peu les questions de référencement, etc. Donc, vraiment, merci pour tout ce que tu apportes dans cette formation. Merci à toi pour ta confiance, surtout. C'était un plaisir. C'est un plaisir quand on a fait quand même beaucoup de formations, on sait un petit peu quel type de formation peut vraiment transformer et peut vraiment apporter du concret et permettre réellement aux personnes de se lancer dans un métier ou pas. Il y a beaucoup de formations, mais toutes ne se valent pas. Et la tienne, vraiment, elle a une pédagogie, je trouve, qui est juste dingue. Elle était très bien réfléchie et elle donne envie de la faire, même si on n'a pas envie de devenir biographe. Moi, je me suis dit, c'est vrai que cette formation, j'ai envie de la faire. Allez, tous biographes. Clairement. Mais écoute, je te remercie. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on se quitte? Non, merci de m'avoir invitée sur ce podcast. Bravo pour ce que tu fais aussi, pour toutes les formations, parce que comme je disais, pour moi, c'est essentiel de se former quand on est entrepreneur, de continuer à apprendre et à progresser, même en termes de mindset, etc. Donc, je trouve ça génial aussi ce que tu proposes par rapport à ça. Ouais. Et puis, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez si vous avez envie. La vie, comme je le dis, est courte. N'ayez pas de regrets. Si vous avez des passions, si vous avez envie de donner du sens à ce que vous faites, allez-y. Vous ne posez pas 50 000 questions non plus. Voilà. Ouais, faut foncer, c'est dans l'expérience, c'est dans l'expérimentation qu'on apprend mieux. Et c'est dans l'action qu'on a. Oui. Et merci beaucoup Anne-Sylvie. Et puis je vous mettrai toutes les informations te concernant dans la description du podcast. Vous pourrez aller comme ça jeter un œil à tête reposée et au calme. Voilà. Merci pour ta présence. Merci, à bientôt. À bientôt.